Aujourd'hui, à Info MRCVO, on profite du printemps près de Kitisakik sur les lieux de la nouvelle cabane à sucre construite par la coopérative de solidarité Wenishech. Bonjour et bienvenue à Info MRCVO, l'émission mensuelle de la MRC de la Vallée de l'Or qui vise à faire découvrir nos activités et nos opérations ici à la MRC. Pour le dernier épisode de la saison, on profite du printemps et on se rend près de Kitisakik pour découvrir un projet qui a été financé par le volet 2 et par le Pacte rural, donc deux programmes de subvention qui sont gérés par la MRC de la Vallée de l'Or et qui permettent de développer le territoire pour pour favoriser l'usage et l'accès de notre territoire de toutes sortes de manières. Donc, nous avions déjà visité dans une émission précédente le projet de camp rustique à Kitisakik et ça se veut une continuité de ce projet-là, la cabane à sucre. Alors, c'est tout près de Kitisakik, c'est la coopérative de solidarité Wenishech qui a construit la cabane avec des montants du Pacte rural qui étaient issus du projet de camp rustique qui ont servi pour l'achat du bois et aussi des montants du volet 2, donc près de 58 500 $ du volet 2 qui ont permis d'aménager le chemin d'accès, de construire la cabane avec la main-d'œuvre aussi et de faire l'entaille des arbres. Aujourd'hui, on va voir la préparation traditionnelle du sirop, mais bientôt, la cabane à sucre va aussi être équipée d'équipements modernes pour faire bouillir le sirop. Donc, on rencontre Jonathan Leclerc ainsi que Monique Papati qui nous invitent à nous sucrer le bec. Jonathan Leclerc, merci de nous accueillir aujourd'hui en cette belle journée du mois d'avril à la cabane à sucre qui a un nom, je pense? Ben ouais, on y a trouvé un nom provisoire. Là. On va peut-être s'organiser pour faire un concours avec les enfants, trouver un nom. Mais là, pour le moment, elle s'appelle la cabane à Kokoum. Et Kokoum, c'est? Kokoum, c'est la grand-mère en algonquin. Et je crois qu'il y en a justement ici des Kokoum qui s'affairent à faire les sucres. Oui, ici, il y a 3 Kokoum qui se sont installés pour toute la période des sucres dans la partie habitable de la cabane. Puis, comme ils disent, eux autres, ils disent on déménage pour le temps des sucres. Ça va durer 3 semaines, 1 mois, quelque chose de même. Puis, ils sont bien ici, puis ils sont au chaud, puis ils manquent pas de bouffe. Puis toi, ton rôle ici, c'est quoi? Moi, c'est moi qui s'occupe là, de la shop de menuiserie qui avons construit la cabane. C'est moi qui ai fait les démarches là, dans le fond pour avoir les autorisations. On a fait le chemin, on a fait un permis pour exploiter une érablière aussi. Fait que c'est ça. Puis ça a été bâti en charpenterie traditionnelle, là, la charpente traditionnelle qu'on appelle communément le timber frame là, en anglais. C'est bien fait d'avoir appris ça parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'avais jamais appris à faire. Là. C'est qui vous a appris? C'est ma belle-sœur qui est dans la cabane. C'est elle qui m'a montré. Puis moi, quand j'étais au pensionnat, j'ai tout perdu là, de la culture. Là. Puis ça faisait partie de nos cultures, ça, le sucre qu'on fait. Là. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'aînés qui me parlaient de ça, qu'il y avait toujours du sucre durant l'hiver, puis il y en avait dans leur poche quand ils s'en allaient checker les pièges à castor. Là. Puis j'ai dit, il va falloir que quelqu'un l'apprenne à le faire. Fait que je me suis alignée là-dedans. J'ai commencé ça en 2003, quand j'ai pris ma retraite. J'ai pris ma retraite à l'âge de 50 ans, là, après 27 ans d'enseignement. Ah oui. Parce que je voulais retourner un peu dans ma culture. Je voulais réapprendre des choses que je savais que j'avais perdu des choses. Fait que c'est ça, là, j'ai retourné là-dedans, puis j'ai appris plein de choses avec les aînés, surtout les aînés du Grand Lac, parce que je reste là tout l'été avec eux autres, là. Okay. Fait qu'ils me parlent, ils me disent des choses, puis ils m'apprennent des choses. C'est de là que c'est parti mon goût de faire le sirop d'érable. Ouais.
Ben, c'est sûr que c'est quelque chose d'agréable à faire. Quand même, il faut de la patience, par exemple. Il faut avoir beaucoup de patience, puis il faut avoir surtout aussi beaucoup de respect pour l'arbre. Ça fait partie de la vie d'un Anishinaabe, là, c'est respecter l'arbre aussi. Comme tout à l'heure, ça a débordé, ben là, j'étais obligée d'y parler pour pas que l'arbre se fâche. Là. C'est toutes des affaires que j'ai appris, moi aussi, avec, soit avec Louisa ou ben, avec ma belle-sœur, ma mère. Puis, il faut que j'y parle parce que sinon, là, elle ne coulera pas. Puis, Pas qu'ils pensent qu'on gaspille par exprès. c'est ça. C'est justement ça. C'est ça que j'ai dit de me pardonner. Puis, ça n'a pas été fait exprès. J'ai dit que les jeunes étaient en train d'apprendre. Il faut se donner le temps d'apprendre. Puis là, ça va mieux, là. Ça a l'air de bien bouillir. Oui, ça va mieux, là. Ça bouille, là. C'est à veille d'être prêt, là. Puis, vous êtes une retraitée de l'enseignement, vous disiez, mais vous disiez aussi qu'il y avait peut-être des étudiants qui allaient venir à la cabane pour voir comment ça se passe. Bien, depuis 2003, 2004 jusqu'à 2010, là, j'ai toujours eu des étudiants, des groupes de 300 élèves à peu près. Ouais, puis s'ils venaient à la semaine, là, 2 groupes de 30, de 25. Ils ont tout, le lac Simon, ils ont tout passé, les jeunes. Là. OK. Ouais. J'ai commencé Kitsagik l'année passée avec Toby. Là. Il y a des Kitsagik qui sont venus aussi, des jeunes de Kitsagik. Là, on a 2 communautés là, qu'on est supposé de recevoir. Là. Fait que ça leur permet eux aussi d'apprendre les méthodes traditionnelles pour le préparer. Oui, justement. Parce que quand ils viennent pas juste ici manger de la tire. Là. Je leur explique d'où ça part, ça, comment que les Anishinaabe, autrefois, ils ont appris qu'il y avait de l'eau sucrée dans un arbre. Là. Je commence par l'histoire. Ensuite, je leur fais un petit peu l'historique traditionnel, là, vu qu'il n'y avait pas de chaudron avec quoi qu'ils faisaient bouillir, tout ça. Et je leur explique ça. Après ça, je leur explique qu'il faut respecter l'arbre, pas le frapper. Puis quand on ramasse l'eau, on fait attention pour ne pas le gaspiller. On accroche les chaudières comme il faut. Tu sais. C'est tout ça que je dis aux élèves avant de les envoyer aller chercher l'eau d'érable. Mais ils participent beaucoup. Mais je suis curieuse, est-ce que vous pouvez nous la raconter, l'histoire de comment les Anishinaabe ont découvert qu'il y avait du sucre dans l'arbre? Moi, je l'ai appris de quelqu'un que je connais, là, un monsieur, là. Il m'avait dit, c'est un monsieur qui était parti à la chasse aux perdrix avec... c'est un grand-père qui est parti à la chasse aux perdrix avec son petit garçon. Puis autrefois, il n'utilisait pas la carabine, il utilisait la flèche. Alors, il y avait une perdrix, il a manqué la perdrix, mais ça a tombé sur un arbre. Alors, le petit garçon est allé chercher la flèche, puis quand il a vu que c'était mouillé, bien, il a goûté. C'est là qu'ils ont su qu'il y avait la sève. C'est une belle histoire. Une chance que c'est arrivé parce qu'on l'aurait peut-être jamais su. Donc là, qu'est-ce qui cuit à côté de votre chaudron de sirop? Ça, c'est du castor, là. Je l'ai enrobé de sucre, de sirop d'érable. Fait que c'est pas seulement fumé, c'est caramélisé en plus. Oui. C'est cuit, là. On l'a mis un matin, là. Ça. Et c'est quand tu avais d'être prêt à manger aussi, là. On a hâte de goûter. En fait, c'est dans le cadre de ton travail comme chargé de projet pour la communauté de Kitsakik, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est mon chapeau de chargé de projet pour la coopérative de solidarité Winchech, qui encadre nos projets de construction. Puis je suis aussi chargé de projet en environnement pour le conseil de bande. D'ailleurs, on t'avait rencontré lors d'une précédente émission pour d'autres constructions qui ont été faites par la coopérative, les camps rustiques. Est-ce qu'il y a eu des développements depuis qu'on s'est vus? Ah ben oui, là, entre autres la cabane à sucre, ça a été un gros projet. Là. On a travaillé plus que 6 mois là-dessus à 5-6 gars là, à temps plein. Travaillé très fort là-dessus. Puis c'est ça c'est le dernier bébé, dans le fond, du projet qui a vu le jour il y a 3 ans. Entre autres à cause de la participation financière du pacte rural. Ça, c'est ça. Bien, puis le projet a commencé tranquillement, puis à chaque année, ça grossit. Tu vois, on est rendu qu'on est 5-6 gars à temps plein à l'année. Puis on commence à pogner même des contrats à l'extérieur. Fait qu'on s'enligne vers l'autonomie financière, puis vers éventuellement peut-être avoir
les licences pour travailler conformément sur les chantiers de construction puis tout ça. Là, on n'est pas rendu là encore, mais ça s'en vient. Là, éventuellement, on va devenir un entrepreneur, puis je pense qu'on va gagner notre pari. Oui, c'est merveilleux. Puis, en fait, il y a eu de l'aide reçue du Pacte rural du volet 2 aussi, je pense. Qu'est-ce que ça a financé ici dans le projet? Oui, ici, principalement le volet 2. Là, on a eu un montant important du volet 2 qui a financé, en bonne partie, la fabrication du chemin. Ça a l'air de rien, mais 1 kilomètre de chemin dans les montagnes, de même, ça coûte 30 000 $. Puis les fondations de la cabane, en tout cas, toutes sortes d'étapes là, dans la construction de la cabane à sucre. Là. Puis une partie du pacte rural aussi, d'une autre année, un montant qu'on avait reporté. Là. C'est ça. Puis c'est un partenariat aussi, je pense. C'est pas seulement la coopérative qui est impliquée ici. Qui est impliqué dans le projet? Bien, disons, tout le projet, il s'est bâti puis il s'est géré à partir de Kitisakik. Le conseil de bande de Kitisakik s'est beaucoup impliqué aussi là, financièrement parce que on manquait de sous. C'est un projet qui coûte assez cher quand même. Puis il y a le secrétariat aux affaires autochtones que j'ai oublié de dire tantôt, puis Emploi Québec aussi. Mais depuis que c'est bâti, là, pour la période des sucres, on a un partenariat intéressant avec les gens de Lac-Simon. Ici, c'est dans un territoire, disons, qui est partagé un peu entre les communautés de Kitisakik puis Lac-Simon. Tu sais, c'est des familles communes puis tout ça. Puis on appelle ça une zone de chevauchement territorial. Fait que, évidemment, avant de bâtir ça, on a consulté la communauté de Lac-Simon puis tout ça. Puis on a toujours ouvert la porte à un partenariat. Puis Monique, la COCUM qui s'occupe qui est la surintendante des sucres, elle vient de Lac-Simon, puis elle travaille tout le temps en collaboration avec Kitisakik pour accueillir des jeunes, puis tout ça. Tu sais, ici, ils vont accueillir des groupes de jeunes des deux communautés. Puis, fait que Lac-Simon, il s'implique, disons, en lui permettant de venir ici, puis ils la soutiennent financièrement un petit peu. Tu sais, il paye ses déplacements, puis un peu d'épicerie, puis des choses comme ça. Puis elle est ici avec sa mère, puis avec, je pense que c'est sa belle-sœur, dont la doyenne des deux communautés, Suzanne Kokoum, qu'on l'appelle, qui a 98 ans, qui est la mère de Monique. Puis Lac-Simon s'implique aussi en fournissant, par le département ressources naturelles Lac-Simon, deux ouvriers qui sont ici, qui logent dans la tente, puis qui sont là pour faire du bois, puis ramasser l'eau d'érable, puis tout ça, avec deux hommes de Kitisakik aussi. Là, fait que, puis tous les jours, il y a un paquet de gourmands qui viennent se sucrer le bec. Dont on fait partie aujourd'hui, oui. Oui, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous situer un peu plus géographiquement où est-ce qu'on est sur le territoire de la MRC? Bien, on est à peu près à 90 km au sud de Val-d'Or. On est tout juste à 1 km de la 117. Pour situer les gens, là, les installations de la voirie là, dans le parc, là où il y a l'ambulance, c'est juste en face de la maison où il y a l'ambulance. 1 kilomètre dans la montagne. Puis moi, je croyais que c'était rare quand même les plantations, pas les plantations, mais les peuplements d'érable à sucre sur le territoire. Est-ce qu'il y en a plusieurs autour? Bien, disons, on est pas mal à la limite nordique là, de la distribution de l'érable à sucre, mais tu sais, les tops de collines comme ça ici, là, puis les versants sud, là, ces choses-là, c'est quand le sol s'y prête. Puis ici, dans le parc, le sol s'y prête, là, tu sais, c'est des sols qui sont bien drainés, là. Okay. Fait que, il y en a quand même pas mal, là. Ici, là, on a à peu près 1100 entailles possibles. Là, on a juste 200 d'entaillés pour cette année. Mais il y en a qui en ont pas mal plus que ça autour, là, des plus grosses érablières. Là. Puis avant que vous construisiez la cabane à sucre, c'était un site connu? Est-ce qu'il y avait déjà un peu d'exploitation ou... Bien, ici même, ça fait à peu près 30 ans que les gens de Kitisakik et Lac-Simon ne l'avaient pas exploité, l'érablière. Mais quand on monte un petit peu en haut de la montagne l'été,
on voit des vestiges, là, des chaudières, puis tout ça. Puis les autres, ils s'installaient une tente en haut, puis ils bouillaient là, les mêmes types d'installations, là, d'un drum, là, comme ici. Puis, les gens de Kitsakik, là, qui ont mettons, 30-35 ans, ils se rappellent d'être venus ici enfants, là, avec, il y avait Dona, à l'époque, Papatis, qui était un grand chef de Kitsakik, puis la famille Jérôme du Lac-Simon. Est-ce qu'il y a des projets pour la cabane? Qu'est-ce qui s'en vient avec ce projet-là? Est-ce qu'il y a des développements prévus? Oui, bien, il y a le projet d'accueillir des visiteurs. Là, on ne sait pas encore si ça va être d'équiper une cuisine puis tout ça, puis pour pouvoir recevoir des gens pour des repas, parce que ça semble pas mal compliqué avec la réglementation. Peut-être que ce sera d'accueillir les gens pour une partie de sucre sans repas ou avec dégustation de castor sur la broche, par exemple, comme il y a aujourd'hui. Ça peut être de l'outarde, ça peut être n'importe quoi. Qui serait plus une expérience culturelle, finalement, puis qui demanderait des moins gros investissements puis des moins grande implication, puis parce que c'est régi, bon, on tombe dans des projets commerciaux, ça devient compliqué. On tombe dans quand c'est alimentaire, bon, régi par le MAPAC, c'est compliqué aussi. Puis c'est des gros frais, tu sais. C'est des gros frais. Déjà que là, il y a beaucoup d'argent qui a été mis ici, là, tu sais. Puis c'est ça. Fait que, mais il y a l'ouverture pour accueillir des gens ici, ça, c'est certain, là. Puis déjà, c'est un beau lieu de rassemblement pour les communautés, je pense. Il doit y avoir des belles retombées pour les membres de la communauté ici qui vont se développer. Ben oui, ben tu sais, moi c'est la chef de Kitsakik qui m'a demandé de bâtir cette cabane à sucre-là, Adrienne Anishinapio. Puis avant d'être un projet de développement économique, c'est un projet communautaire, tu sais. Puis un peut aller avec l'autre aussi. Fait que là, je pense que cet objectif-là, il est déjà atteint, tu sais. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont passées ici, tu sais. Puis éventuellement, ben c'est ça, il y a quelque chose à faire ici pour ouvrir disons, les gens allochtones, finalement, de l'Abitibi à la culture autochtone, parce que, bon, il y a tout l'aspect, bon, les sucres et tout ça, mais on avait aussi déjà fait des sentiers, quelques kilomètres de sentiers ici qui font le tour de la montagne, là, ça va rejoindre 2-3 lacs, puis ça passe dans des belles forêts de cèdre, de pin, en tout cas des belles forêts, puis tout ça, puis il pourrait y avoir un sentier d'interprétation avec, tu sais, on pourrait mettre des panneaux avec les noms algonquins des animaux, des arbres, des choses comme ça, tu sais, pour que les gens puissent en apprendre sur la culture algonquine. Fait que, bien, tout ça va se placer à mesure que les gens vont venir ici, les gens de la communauté, puis les décideurs aussi, les gens, par exemple, du conseil d'administration de la coopérative. Puis les idées vont sortir, puis on va en discuter, puis comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu sais. Quatre pannes, là, pour, à mesure que l'eau épaissit, elle avance dans les pannes, puis en avant, c'est le sirop. 4 grosses pannes, là, comme ça. Là, l'eau, elle bout, là, elle tombe. Ça fait bien de plastique. C'est pour ça que ça prend ça.
Ce 22 avril, c'est le jour de la Terre et le jour de la Terre, c'est la journée idéale pour faire des gestes pour aider notre planète. Habituellement, la MRC de la Vallée de l'Or présente le Festivaire à ce moment-ci de l'année, donc avec comme point culminant le jour de la Terre et c'est une super belle façon de finalement souligner l'occasion. Par contre, cette année, pour son 5e anniversaire, le festival change de date. Plutôt que d'être au printemps, ce sera à l'automne, du 25 au 30 novembre prochain. Donc, pour des raisons logistiques, on change de date. Alors, en attendant, c'est pas une raison de laisser passer le jour de la Terre. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Entre autres, la MRC de la Vallée de l'Or lance un nouveau service de recyclage, du recyclage de pneus de vélo et chambres à air. Donc, c'est le printemps, c'est le moment de sortir les vélos, votre bicyclette. Si vous voyez que les pneus sont plus bons, il faut les changer, eh bien, pensez les apporter à l'un de nos 3 écocentres, soit à Malartic, Sainte-Terre ou Val-d'Or, et c'est accepté gratuitement. Ce sera recyclé. C'est envoyé à une entreprise qui les recycle, par exemple, pour faire des tapis pour aires de jeu pour enfants. Donc, un autre bon geste qu'on peut faire pour le jour de la Terre. D'ailleurs, c'est aussi le jour de la Terre, le 22 avril, que va débuter la collecte des résidus verts. Donc, tout ce qui est gazon, feuilles mortes, résidus de jardin, de déchômage de pelouse. Si vous commencez à entretenir votre cour en espérant que la neige soit fondue, eh bien, c'est le temps de participer. L'important, c'est d'utiliser des sacs en papier brun pour mettre vos résidus verts et de vérifier dans votre calendrier de la collecte les dates pour votre secteur pour pouvoir mettre vos sacs en bordure de rue la veille, comme d'habitude pour vos matières. Donc, c'est bien important les sacs en papier brun puisque ça va être utilisé, les résidus verts, pour faire un compost qui ensuite va être remis gratuitement aux citoyens. Cette année, on a une remise de compost qui est prévue. Ce sera le samedi 25 mai. Alors, il y aura d'autres informations qui vont venir là, pour le fonctionnement de la collecte, mais ça vaut la peine de participer parce qu'ensuite, ça vous est redonné gratuitement. Il y a aussi à surveiller la collecte des encombrants qui s'en vient en juin. On vous invite à consulter votre calendrier de la collecte pour toutes les informations et les dates précises pour votre secteur. Donc, ça se passe en juin. Et comme d'habitude, on vous invite, si vous avez des questions ou des problèmes avec la collecte, à nous contacter au 819-874-VERT, la ligne InfoRécup. C'est ce qui termine notre dernière émission de la saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et au plaisir de vous revoir. Bon été!